Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans Ça vous regarde. Au sommaire ce soir, le malaise des forces de l'ordre ravivé après le suicide de Maggie Biskupski. Visage de la mobilisation des policiers en colère. Elle s'est tirée une balle dans la tête lundi dans la nuit. Manque de moyens, conditions de travail déplorables, menaces terroristes. Dans certains territoires, la peur semble avoir changé de camp. Les pouvoirs publics ont-ils seulement mesuré l'urgence ? Nous poserons cette question à nos invités en débat ce soir. Laurent Wauquiez ira, Marine Le Pen n'ira pas. Les ténors de l'opposition divergent sur leur stratégie de soutien aux Gilets jaunes. Comment capitaliser sur la grogne ? Le Rassemblement national a choisi de soutenir le mouvement, mais appelle ses élus à la discrétion. Pourquoi ne pas s'afficher franchement ? Nous poserons la question au député RN Sébastien Chenu. Et puis, comme chaque soir, vous retrouverez vos rendez-vous. Plus belle la politique, Ahmed Tazir, le Focus Assemblée et le parti pris de Gaël Brustier, sa chronique à la fin de cette émission. Voilà pour ce soir. C'est parti. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag CVR. Bienvenue sur ce plateau Alice Toureau. Bonsoir à vous. Vous êtes député de La République En Marche de la Drôme, auteur d'un rapport avec Jean-Michel Fauvergue, député LREM également, ex-patron du RAID, sur la police municipale. En face de vous, Hugo Bernalicis, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, député de la France Insoumise du Nord. Vous connaissez bien les milieux policiers, les milieux des gendarmes. Vous avez travaillé dans une antenne du ministère de l'Intérieur dans le Nord. Yves Lefebvre, bienvenue à vous. Bonsoir. Bonsoir, secrétaire général unité SGP Police FO. Vous connaissiez personnellement Maggie Biskupski. Vous allez nous en dire un mot. Et puis, tout comme vous, ce soir, François Chilovitz, bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes réalisateur de documentaires. Votre dernier film, Dans la tête d'un flic, sera prochainement diffusé en mars précisément sur la chaîne parlementaire. On va en voir quelques extraits ce soir. Voilà, on débat dans quelques minutes. Je vous donne la parole à tous les quatre. Mais d'abord, comme chaque soir, c'est Plus belle la politique avec vous, Ahmed Tazir. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? J'espère que vous êtes en pleine forme. Bololo. Oui, alors Bololo. Bololo, vous vouliez que je prononce ce mot, c'est fait. De quoi s'agit-il ? C'était l'interview du jour. Interrogé au micro de RTL, le Premier ministre s'est exprimé sur les taxes sur les carburants, les manifestations prévues ce week-end. Et il s'est fendu d'une étrange expression. Écoutez. Je suis respectueux de la liberté de manifester, mais la liberté de manifester en France, elle passe par des déclarations, elle passe par la prise de responsabilité de chacun. Celui qui se dit bah tiens, je vais bloquer ici, ça va être formidable, ça va mettre le bololo partout, il sait que, ce faisant, il prend un risque s'il ne respecte pas la loi. Je vous la refais plus courte. Écoutez bien cette fois-ci. Ça va être formidable, ça va mettre le bololo partout. Bololo, cette énigmatique expression, il n'est pas le seul, Édouard Philippe, à l'utiliser. Les députés de sa majorité ont repris le mot. Je crois que le bololo prévu aura bel et bien lieu, et je crois aussi que ce n'est pas l'ambition d'Édouard Philippe ce matin que de faire taire des contestations qui sont prévues, organisées, annoncées. Bololo, mais Kezako. Et je vous la mets dans le mille. Conférence de presse. Aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement était sommé de s'expliquer sur cette expression venue de loin, de très loin. Bonjour Nelson Jetten, c'est à vous France 5. Ce matin, le Premier ministre a parlé de bololo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expression et est-ce que ça signifie que le gouvernement craint d'éventuels débordements lors de la manifestation de samedi ? Je vais sous-titres. Le travail d'interprétation de bololo appelle un champ sémiotique varié, avec une imagination forte. Ne pratiquant pas le bololo fréquemment, je vais essayer de lire ce qu'a dit le Premier ministre, à savoir que nous serions évidemment très attentifs et très vigilants, ce qu'a dit le Président de la République, à ce que la manifestation se passe bien, faire en sorte que la liberté des uns de manifester, qui est constitutionnellement garantie dans notre pays, n'entrave pas la liberté tout aussi constitutionnellement garantie des autres d'aller et de venir. C'est simplement ça, je crois, l'interprétation que l'on peut donner au terme bololo.
Voilà, vous avez tout compris, hein, De Gaulle parlait de la chienlit, Macron du bordel, et ben pour Édouard Philippe, c'est bololo. En fait, le Premier ministre se souvient de son service militaire, hein. Édouard Philippe l'a accompli il y a 24 ans. Hein. Bololo est beaucoup utilisé, paraît-il, dans l'armée. Hein. C'est un peu de l'argot militaire, hérité des OPEX, hein, les opérations extérieures. En Afrique, hein, ça tire son origine d'un quartier délabré de N'Djamena, hein, la capitale du Tchad. Ça veut dire le Capharnaüm, la situation confuse et désordonnée, ou peut-être, hein, je dis bien peut-être, la situation de samedi, hein, ceux qui veulent bloquer les routes à cause de la hausse des carburants, hein, on risque d'être en plein bololo, Édouard. Et pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, c'est plus sérieux. On parle du cancer de l'enfant, hein, dans le cadre du budget 2019. Et là, c'était un peu le bololo, cette discussion. Hein. L'opposition, droite et gauche, réunie, défendait un amendement, hein, visant à créer un fonds de 18 millions d'euros pour la recherche. Problème, le gouvernement ne propose qu'une aide de 5 millions d'euros seulement, hein, ce qui provoque l'ire de l'opposition. Olivier Faure en tête, écoutez. Est-ce que vous savez, Madame la Ministre, combien cette année va coûter le plan choral de M. Blanquer? 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Pour que nos enfants chantent, et c'est très bien qu'ils chantent, nous allons mettre 20 millions d'euros. J'ai 4 enfants. Je pense que si demain je les interroge, quand je rentrerai chez moi, sur le fait de savoir s'ils préfèrent chanter ou s'ils préfèrent donner ces 20 millions d'euros aux enfants qui sont aujourd'hui victimes du cancer. Alors, je finis. Ils répondront la même chose. Ils préfèrent que ces 20 millions d'euros-là soient effectivement consacrés aux enfants qui sont aujourd'hui victimes du cancer. Voilà, au final, les députés se mettent d'accord, hein, et acceptent la somme de 5 millions d'euros, hein, pour la recherche sur le cancer des enfants. Hein. Ce n'est pas les 18 millions prévus, mais les choses bougent. Allez, on termine par les dessins du jour. Le regard de chaud nu dans Ouest France. Hein. Le président parle ce soir, hein, depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Oups, il y a un risque de bololo. Ici aussi, il y a un mouvement de gilets jaunes. Le coup d'œil de Man dans le Midi Libre, Force ouvrière, 388 638 euros de notes de frais en 2017. Selon la police, précise Jean-Claude Mailly, beaucoup moins selon les syndicats, rajoute Pascal Pavageau. Moi je dis à Force ouvrière, on est en plein bololo aussi. Et vous, Myriam, vous nous parlez de quoi ce soir, hein? Des territoires perdus de la République, hein? Du bololo dans les quartiers? Oui, bololo, répétez après moi, je sais que vous avez du mal à le prononcer. Bololo, Myriam, bololo. Vous insistez, bololo, voilà, c'est dit. Et je vous épargne, hein, les petites blagues et autres petits sous-entendus à la rédaction avec ce nouveau mot, hein, consacré par le Premier ministre. Plus sérieusement, on en vient à notre débat, police, état d'urgence, point d'interrogation. C'est le titre que nous avons choisi. Il y a ce nouveau suicide qui a de nouveau laissé sans voix les forces de l'ordre. Maggie Biskupski, fer de lance de la colère. Elle s'est donné la mort avec son arme de service. Elle s'était mobilisée après l'attaque de Viry-Châtillon. Le malaise des policiers, vous le savez, ne date pas d'hier, comme nous l'explique Clément Perrault. Maggie Biskupski, qui s'est donné la mort ce lundi avec son arme de service, était la présidente de la MPC, la mobilisation des policiers en colère. Cette association est née en octobre 2016 en réaction à l'agression de policiers au cocktail Molotov à Viry-Châtillon. Cette attaque particulièrement violente avait laissé 2 policiers gravement brûlés. La MPC avait alors dénoncé la recrudescence du sentiment anti-policier. En août 2017, le malaise des policiers s'est cette fois exprimé sur la vétusté des équipements et le manque de moyens. L'Union des policiers, UPNI, a lancé un concours de photos invitant les policiers de toute la France à montrer par l'image la réalité de leurs conditions de travail. Le résultat, parfois spectaculaire, avait eu un fort retentissement sur les réseaux sociaux. Autre point sensible, le paiement des heures supplémentaires. Selon un rapport sénatorial publié cet été, près de 22 millions d'heures supplémentaires de fonctionnaires de police n'ont jamais été récupérées ni indemnisées. On va évidemment revenir, hein, sur ces différents mots que traverse et ce malaise profond que traverse la police. Mais d'abord, Yves Lefebvre, vous connaissiez Maggie Biskupski. Qu'avez-vous ressenti après son décès ? Une profonde tristesse, comme pour mes 29 autres collègues qui ont mis terme à leur jour depuis le 1er janvier 2018. Je sais personnellement, non, le terme est un peu, je dirais, démesuré. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Maggie, de par ses fonctions de présidente du MPC. Elle a mené un beau combat, effectivement. Elle s'est battue, je dirais, à point nu
par rapport à cette administration, par rapport aux politiques, par rapport à l'environnement. On lui doit et on a un profond respect pour tout ce qu'elle a fait, même si, j'ai eu l'occasion déjà de m'exprimer là-dessus, même si on ne partageait pas toujours la même analyse, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu le cesse de lui répéter à plusieurs reprises qu'aujourd'hui, il faut pas mettre tout le monde dans un même panier, du moins dans le panel des syndicats de la police nationale. Mais aujourd'hui, effectivement, elle a eu ce courage, elle a affronté l'administration à plusieurs reprises, et elle s'est rendue compte, malheureusement, au prix de sa vie, que ce combat était ô combien difficile à mener et ô combien exigeant, et qu'en face de nous, on a parfois, trop souvent, je le connais depuis 36 ans dans la police nationale, un pouvoir politique qui est complètement sourd aux justes et légitimes attentes des gardiens de la paix. On va dresser ce diagnostic et ensuite on va évidemment demander si vous avez pris, messieurs et madame les élus, la mesure de cette urgence. François Chilovitch, vous avez discuté avec elle. Oui. Elle disait récemment, d'ailleurs, chez nos confrères de France 5, qu'on est arrivé à un point où nous, flics, nous ne nous sentons plus utiles. Vous qui avez recueilli beaucoup de témoignages sous couvert d'anonymat, il y a une forme de désarroi moral qu'on ressent dans votre film. Oui, mais je crois que la citation que vous venez de faire est juste, nous nous sentons plus utiles. C'est-à-dire que moi, le sentiment que j'ai avec les policiers de terrain, pour avoir passé beaucoup de temps avec eux, mais vraiment en commissariat, et particulièrement pas les officiers, les gardiens de la paix, les policiers, vraiment la base du policier, enfin la base du métier d'ailleurs, je crois bien. Bien sûr. Ceux qui sont en contact avec la population, ça va au-delà, c'est un sentiment de perte de sens. Ils ne savent plus ce qu'ils font, pourquoi ils le font, dans quel but. Ils ne comprennent pas les ordres et du coup, ça devient une machine folle parce que la police est une maison suspicieuse avec elle-même. Donc chaque service soupçonne l'autre de vouloir tirer la couverture à lui ou tel responsable de vouloir faire tel chiffre et tel autre. Et à un moment donné, les ordres arrivent aux policiers, ils ne savent plus si c'est un ordre utile ou si c'est un ordre qui va servir leur commissaire, ou si c'est un ordre qui va servir la politique du chiffre, ou etc. Donc à un moment donné, il y a une défiance totale, donc tout ce qui vient d'en haut est suspect, tout ce qui vient d'en bas se cogne, et puis il y a une vraie séparation entre les deux couches, je crois. Et là, je pense que la maison a un problème, mais ça. On va y venir. Hugo Bernalicis, un suicide, c'est l'acte ultime. Il y a toujours des raisons très personnelles, et c'est presque inexplicable, mais tout de même, dans la police, les chiffres sont édifiants. C'est plus 36% par rapport à la moyenne nationale. Qu'est-ce que vous ressentez, comment vous regardez ce dossier-là, déjà en tant qu'être humain, avant d'être politique et élu? Écoutez, moi, ça m'attriste vraiment de voir toute cette situation où on a des tas d'hommes et de femmes qui, au quotidien, essayent de bien faire leur boulot et en viennent à se donner la mort. Enfin, je veux dire, c'est quand même un acte, effectivement, qui est très fort et il y a la même chose dans l'administration pénitentiaire, il y a la même chose dans tout un tas de fonctions publiques et dans la police, c'est particulièrement dans la santé prégnant. aussi. Mais il y a un élément qui est aussi important dans les suicides au sein de la police, c'est que la plupart se font avec l'arme de service. Et c'est pas anecdotique. Et on est un certain nombre, et moi j'en suis, à vouloir restreindre l'accès à l'arme de service, notamment en dehors des heures de travail. Je sais que ça a été une revendication historique, en tout cas un point historique pour Force ouvrière. Qui a changé d'avis. Évidemment, mais enfin bon. Qui a changé d'avis suite au contexte. Yves Lefebvre est en train de lever les yeux au ciel sur l'arme de service. Entendons-nous bien, c'est une revendication déjà de tous les syndicats de police, en mien à l'époque, en l'occurrence, sauf un de ma part, auquel vous apparteniez, du moins vous appartenez peut-être toujours. C'est le SNIPAD qui faisait partie de Force ouvrière à l'époque, c'était un de nos points de divergence. Pourquoi le policier veut être armé aujourd'hui en dehors de ses heures de service? Parce que le policier est menacé directement par le fléau du terrorisme, mais même au-delà. Ne perdons pas de vue ce qui s'est passé le 1er novembre à Toulon, avec hier, plus précisément, un collègue qui rentre de son service qui est agressé à son domicile. Quelques jours après, le surlendemain, sur un terrain de football. Le flic aujourd'hui a peur 24 heures sur 24. Il a peur pour lui, mais il a surtout encore plus peur pour ses proches. Alors pour son épouse, son époux, ses gosses. C'est ça le problème. Alors aujourd'hui, il prétend dire que le flic, pendant la campagne, M. Mélenchon prétendait même que nous étions des cow-boys et qu'il fallait d'ailleurs nous désarmer. Mais comment voulez-vous que nous puissions être désarmés aujourd'hui? Nous sommes le dernier rempart pour lutter contre le fléau du terrorisme et de la délinquance ô combien criminogène aujourd'hui. Alors vous posez la question de l'arme de service, mais vous venez aussi sur le terrain de la peur. On va voir un premier extrait de votre documentaire, François Chilovitch, parce que ça frappe. C'est ce sentiment finalement de crainte, la boule au ventre qu'ont les policiers, à la fois pendant leur service, mais aussi dans leur vie privée. Regardez. Ouais, ça m'est arrivé d'être reconnu et sorti du commissariat. On m'a suivi jusque chez moi là. Du coup, on m'a brûlé ma voiture et la nuit, ils venaient de mettre des grands coups de pied dans ma porte là, avec des tags et tout, des tags bien sympathiques écrits sur mon mur. Du coup,
Des fois, je me réveillais, j'entrebâillais la porte, ou même je regardais juste par le Judas et mon calibre, comme dans les films, quoi. On en devient psychopathe, quoi. Et j'en avais parlé à la hiérarchie, mais bon, tout le monde s'en foutait. J'en avais parlé au syndicat, tout le monde s'en foutait. J'ai dû trouver un logement tout seul en urgence, à me débrouiller tout seul, à me retrouver une voiture, je ne pouvais plus partir au boulot. J'étais obligé de prendre le bus parmi les mecs qui habitaient au même endroit que moi, qui s'en prenaient à moi. C'était sympathique. Donc au niveau psychologique, c'était assez dur. Alice Toureau, la peur, elle a changé de camp. Est-ce que le législateur que vous êtes, vous en avez vraiment pris conscience? Il y a des rapports, il y a des lois qui sont votées, mais là, il s'agit vraiment de ressenti. Et ça change les choses sur le terrain, forcément. Absolument. Moi, je voudrais déjà avoir un mot pour les familles et pour les collègues de cette jeune femme qui s'est suicidée. Je voudrais leur apporter tout mon soutien, mes pensées vont vers eux. Je veux aussi leur dire que le gouvernement est pleinement mobilisé, qu'évidemment c'est un sujet qui est très grave et que nous en avons pris toute la mesure, que le Premier ministre a d'ailleurs annoncé un plan au mois de juin, qu'aujourd'hui il y a des discussions depuis plusieurs mois avec les syndicats. Vous dire aussi, parce que un suicide c'est toujours compliqué, qu'il faut être très très prudent, parce que souvent un suicide ça mêle la vie personnelle, la vie professionnelle. Aujourd'hui, c'est le temps du deuil des familles, le temps aussi de l'enquête, et il va falloir attendre les conclusions de cette enquête. Il y a quelque chose que je voudrais vous dire, c'est que être policier, être gendarme, c'est un métier qui est très difficile. Ce sont des métiers dans lesquels on est confronté tous les jours à la violence, tous les jours à la souffrance, à la mort aussi, à la mort des autres, mais à la sienne parfois. C'est un métier dans lequel on peut partir le matin de chez soi et on ne sait pas si on va pouvoir rentrer le soir. C'est un métier qui est peu commun. Moi, j'ai passé plusieurs mois sur le terrain avec Jean-Michel Fauvergue dans le cadre du rapport que nous avons rendu au mois de septembre. On a rencontré beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes. Ce que je voudrais leur dire, c'est que j'ai rencontré énormément de gens extraordinaires qui sont passionnés par leur métier, parce que ce ne sont pas des métiers qu'on fait par Mais le film de François Chilovitz montre bien que ces hommes aiment leur métier, absolument, mais qu'ils ont perdu finalement le sens de leur mission. Yves Lefebvre, sur cette peur, on voudrait comprendre. Il s'agit d'une peur partagée par des policiers, des gendarmes sur tout le territoire. C'est certains territoires. C'est peur de qui, de quoi? On a une progression aujourd'hui. On nous met en avant effectivement que les violences contre les policiers tendraient peut-être à baisser. C'est la forme de violence aujourd'hui qui est décuplée. La violence, elle se traduisait par une rébellion il y a encore de ça quelques années. Aujourd'hui, on porte atteinte directement à l'intégrité physique du policier ou du gendarme. Et ce, en tout point du territoire. La preuve en est faite hier, à Saint-Étienne. Ce ne sont pas des villes, des cités particulièrement criminogènes. Aujourd'hui, le policier n'ose plus dire à ses enfants, ou du moins dit à ses enfants, ne dit pas que papa ou maman est policier. C'était une fierté il y a de ça encore une dizaine d'années, même peut-être un peu moins. Aujourd'hui, c'est quasiment, on ne le dit plus par mesure de protection pour son environnement. Oui, effectivement, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp, pourquoi? Parce que le policier, vous le disiez de façon très pertinente, et c'était repris dans votre reportage, dans votre émission, en disant, aujourd'hui, on est abandonné. On est abandonné par notre hiérarchie, qui est toujours dans une spirale de la politique du chiffre, qui ne nous protège pas. On est abandonné par une justice qui ne donne pas de réponse aujourd'hui, de réponse pénale en adéquation. Et permettez-moi de le dire, qui plus est sur votre antenne, on est trop souvent abandonné par le politique. J'entendais, madame, vous parliez du plan anti-suicide de Gérard Collomb au mois de mai dernier. Toutes les organisations syndicales, de tous corps confondus, ont qualifié ce projet de plan comme étant un pansement sur une jambe de bois. Il n'y a pas les moyens aujourd'hui pour le faire. Et on ne répond pas aux réelles questions. Ensuite, Alice Toureau, vous répondez directement. Je ne peux pas vous laisser dire ça, parce qu'il y a des discussions qui sont en cours avec les syndicats. Si vous voulez y participer, c'est très important de le faire. Moi, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire, parce que toute la mesure a été prise et nous savons la souffrance qu'il y a dans la police, qu'il y a dans la gendarmerie aujourd'hui. Je voudrais rappeler aussi que c'est un budget qui a été voté avec des augmentations très importantes pour la sécurité, des augmentations d'effectifs, un budget très important alloué aussi pour les bâtiments. Plus 1,4% en 2018, 12,8 milliards d'euros. L'humain, madame la députée. Et des effectifs qui augmentent sur le quinquennat, 10 000 postes créés, mais sur le quinquennat. Hugo Berlin-Licis, c'est à la hauteur. Vous êtes dans l'opposition. Qu'est-ce que vous proposez pour essayer déjà d'entendre ce malaise et tenter d'y remédier? Je pense que déjà on nous vend des vessies pour des lanternes et c'est assez pénible. Vous savez que tous les services de police, on leur a demandé de présenter un budget pour 2019 avec moins 2% dans leurs dépenses par rapport à 2018.
C'est ça la circulaire de budgétisation qui a été envoyée par le ministère à tous les services. Et après, on vient vous expliquer à l'Assemblée que le budget est en hausse. Moi, vous savez, quand c'est en dessous de l'inflation, de toute façon, l'argent, il part ailleurs, et notamment dans les hausses du carburant en plus. C'est peut-être un peu l'ironie de l'histoire. Il y a quand même cette promesse présidentielle qui commence à être mise en œuvre de 10 000 postes créés sur le quinquennat. Sauf qu'ils n'y sont pas les 10 000. Cette année, ça va être 1 500 et encore. C'est ce qu'on appelle la trajectoire d'emploi. Parce qu'en réalité, en emploi créé dans le plafond d'emploi, dans le budget, dans le projet de loi de finances, vous avez que 800 emplois supplémentaires pour 2019. Les chiffres sont têtus et ce sont ceux du gouvernement que vous pouvez trouver sur le site du... Vous êtes d'accord, Yves Lefebvre ? Bien évidemment. Vous êtes d'accord ? On ne peut espérer, escompter, avoir une quantification de nos effectifs. Là, on est sur du recrutement. Le recrutement arrive à peine aujourd'hui à compenser les départs à la retraite. Et attendons-nous au pire s'il y a une réforme qui vient à toucher les fonctionnaires et qui plus est le statut spécial des policiers dans les mois ou dans les années à venir. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à rehausser les effectifs. Il y a eu un effort de fait sous François Hollande. Effectivement, il était temps. On était en telle jachère. Il n'y en a pas aujourd'hui autour de cette table. Il n'y en a pas aujourd'hui autour de cette table. Mais certains députés de l'opposition, notamment les Républicains, qui aujourd'hui prétendent à vouloir recruter du policier, ils ont supprimé pendant un quinquennat 8 000 emplois de gardiens de la paix. Alors entendons-nous bien, un peu raison gardée là-dessus. Non, aujourd'hui on a du mal à se quantifier. Et aujourd'hui c'est si vous voulez, c'est en interne. C'est pour ça, madame, j'insiste bien, ce plan anti-suicide, oui, je suis prêt à revenir discuter, parce que ce plan anti-suicide, aujourd'hui, on n'a pas remis l'humain au cœur du débat. Aujourd'hui, le policier, le gardien de la paix, vous le faisiez fort bien remarquer tout à l'heure, le gardien de la paix, l'ouvrier de la police nationale, c'est sur lui que repose toute la misère du monde au quotidien. François Sulvitz, je vais vous donner la parole, mais je voudrais donner la place à votre film, parce que là, on entend ce mot humain qui revient. Je vous montre un deuxième extrait, et je vous donne la parole, vous répondez à Yves Lefebvre, parce qu'on entend ça. C'est la politique du chiffre, c'est des effectifs qu'on ne ressent pas sur le terrain. Deuxième extrait et deuxième élément de pression sur les épaules des forces de l'ordre. Regardez. Tout répressif à ses limites. Et la politique du chiffre, pour moi, c'est symptomatique. C'est ce qui a provoqué tout ça. Les gens ne nous connaissent plus. Le policier, quand il se regarde dans la glace, à un moment donné, il se dit stop quoi. Moi, je suis policier, mais je suis aussi citoyen. Je peux pas mentir à mes citoyens. Je suis là pour leur rendre service. Je peux pas faire, à un moment donné, je peux pas les regarder dans les yeux en leur disant ce que je fais, c'est génial. Parce que c'est pas vrai. Et c'est là où c'est affreux, encore plus pour les bacs. Une bac, on va te dire, l'activité est mauvaise. Ouais, mais bon, moi je travaille pas à la demande. Je fais un métier social. Parce que n'importe qui, tu peux interpeller en flagrant délit, presque. Tu vois, c'est toute l'ambiguïté du travail. C'est-à-dire que si tu es en patrouille la nuit au mois d'octobre, il fait moins 25 dehors, même les petites et moyennes délinquances, elles ont froid, tu vois. Donc, tu peux pas interpeller comme l'été, au vol à l'arraché, à tel endroit, tu vois. C'est pas pareil. Mais on va te dire, ce mois-ci, c'est pas bon. Ça fait un peu police business. Alice Toureau, ça fait un peu police business. Il y a d'autres secteurs dans lesquels les exigences de rentabilité, là il s'agit de faire du chiffre. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je voudrais répondre déjà que nous mettons un terme à la politique du chiffre. Ça a été annoncé par le ministre de l'Intérieur. Il faut arrêter avec la politique du chiffre. Je voudrais répondre également sur la question... Concrètement, c'est quoi ? C'est des directives qui sont passées ? Les recrutements. Vous parlez de chiffres. Moi, je veux bien qu'on parle de chiffres de recrutement. Il faut les former, ces policiers et ces gendarmes. Moi, je suis allée à l'École nationale de police de Nîmes. Laissez-moi terminer. Je suis allée à l'École nationale de police de Nîmes. On vous écoute. Un recrutement de qualité, ça veut dire choisir des agents, ça veut dire un bon recrutement, ça veut dire une formation qui est complète. Et il faut le temps de formation de ces agents. Il le faut, le temps de formation de ces agents. Monsieur Bernalicis, ça me fait très plaisir de vous entendre aujourd'hui défendre la police. Il n'y a pas, vous savez, de déclaration d'amour, il n'y a que des preuves d'amour et j'en ai vu très peu de la part de la France Insoumise récemment. C'est parce que vous n'êtes pas souvent dans l'hémicycle. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord sur les derniers propos de madame. Non, c'est-à-dire quoi ? La France Insoumise, c'est ça ? La France Insoumise, vous n'êtes pas en capacité, monsieur Bernalicis, de donner des leçons sur la reconnaissance de la police de par l'attitude. Pourquoi ? Parce que ça fait 1 an et demi que vous refusez les rendez-vous, c'est pour ça ? Non, mais attendez, non. C'est pour ça ? Je ne vous recevrai pas, monsieur, je n'accepterai pas de vous rencontrer. J'ai été très clair dans mes propos. Parce que vous êtes en élection professionnelle ? Absolument pas, monsieur. Pendant l'élection présidentielle, j'ai déjà refusé de vous rencontrer et vous avez pourtant partie de ma fédération à l'époque. Attendez, là, on ne va pas faire des règlements de compte personnels, on n'est pas au courant de vos différends. Je ne rencontre pas vous ne voulez la pas France rencontrer. Insoumise, pour quelle raison notamment précisément ? de par l'attitude que vous avez eue lors de la perquisition au siège de votre parti. Cette attitude, monsieur, vous prétendez à dire aujourd'hui qu'il faut défendre la police quand on voit les agressions verbales
verbale, quasiment physique, que vos représentants, et qui plus est, votre tête de pont, Jean-Luc Mélenchon et votre numéro 2, M. Corbière, ont eu ce jour-là. Ce sont des attitudes inacceptables, monsieur, d'un élu de la République. Alors, Hugo, je l'ai dit, et d'ailleurs, monsieur, nous nous sommes constitués partie civile dans la plainte qui a été déposée par mes collègues qui ont eu l'intelligence de déposer plainte contre vos représentants. Peut-être parti, monsieur. Que le président de votre parti, le dirigeant de votre parti, ait pu s'en prendre directement à un représentant des forces de l'ordre. Les Français l'ont dit, à travers les différentes enquêtes, ils ont été choqués par cette attitude. Est-ce que vous le comprenez? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que M. Lefebvre, qui est prompt à dénoncer l'instrumentalisation politique de la police sur tous les plateaux, finalement, là, se dérobe. Et, mais sur cette question-là, vous ne répondez pas. Sur la perquisition, les images... Je ne dérobe pas, je réponds sur tous les élus politiques qui sont dignes d'être reçus par des représentants des policiers et qui plus est des gardiens de la paix. Vous n'en êtes pas digne, monsieur. Bah écoutez, vous avez reçu d'autres organisations politiques qui ont eu des mots beaucoup plus durs avec les policiers. Vous assumez, mais vous êtes beaucoup plus sectaire que vos représentants locaux avec qui j'ai d'excellents rapports. Sectaire, monsieur. Allez-y, Hugo Bernalicis, répondez à Yves Lefebvre et à Alice Bourreau, s'il vous plaît. C'est dommage, c'est dommage. Tant que vous n'aurez pas changé votre fusil d'épaule, je ne vous rencontrerai pas. J'ai aucun fusil à changer d'épaule. Monsieur, de par l'attitude que vous avez eue, quand vous prétendez que les flics sont des cow-boys, les flics de la BAC, c'était pas une campagne de ça arrive. Non, monsieur, c'est faux. Vous vivez en dehors du réel. Non, monsieur. Ça arrive. Non, je ne vis pas en dehors du réel. Je vis dans la réalité du gardien de la paix depuis 36 ans. C'est certainement pas vous qui allez m'apprendre la réalité du flic, monsieur. Vous le savez, monsieur Lefebvre, vous savez que le ministère de l'Intérieur, qui est le ministère où il y a le plus de sanctions qui sont données en interne, c'est bien qu'il y a des comportements qui sont condamnables. Et c'est pas grave, et c'est normal. Si vous parlez tous en même temps, personne ne va plus rien comprendre. En dehors des clous, permettez-moi de vous le dire. Et c'est normal parce qu'on veut... Est-ce que je peux finir une phrase? Je vous en prie, allez-y. Je vois très... Oh non, pas du tout. Moi, je suis d'un calme. Tout va bien. C'est moi qui surveille les tempérances de ce débat. Tout va bien. Hugo Bernalicis, on vous écoute, mais c'est vrai qu'on ne vous a pas entendu sur la perquisition. C'est la question qui vous est posée. J'ai passé 4 jours sur les plateaux télé. Non, mais là, ce soir, cette question-là, elle est centrale. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre à la fois ces images et en même temps le soutien que vous apportez ce soir aux forces de l'ordre qui traversent un mal profond. Je suis sympathique. Je ne parle pas des 4 militants qui ont eu des coups et blessures par les policiers et qui ont déposé plainte. Œil pour œil, dent pour dent, c'est ça? Non mais je demande de voir les coups et blessures des policiers qu'ils ont reçus. Répondez à la question qui vous est posée, monsieur Bernalicis. Répondez. Quel exemple donnez-vous? Quel exemple donnez-vous? Non mais les policiers et les gendarmes sont... Allez, on a compris la question, on va écouter la réponse. Les circonstances de la perquisition sont déplorables. Le procureur de la République aurait dû sortir pour s'expliquer avec Jean-Luc Mélenchon, expliquer pourquoi il refusait l'entrée. À aucun moment il ne l'a fait. Il laisse les policiers en première ligne. Et le seul moyen de protestation qu'ont mes collègues à ce moment-là, c'est le policier qui est face à eux. Oui, bah, c'est un bon moyen de contestation, une belle expression, la contestation. Allez, on va pas vous mettre d'accord. Et en plus, il lui dit, vous n'êtes pas Bédala, vous êtes la police républicaine. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Vous avez un problème avec ça? Vous avez un problème avec François Chilovitz, s'il vous plaît. Vous êtes la police s'il vous plaît. Ok, on a compris. Vous vous êtes expliqué, monsieur Lefebvre, monsieur Bernalicis, vous vous êtes expliqué. Vous aurez l'occasion de le faire en dehors de ce plateau. On a compris, vous ne serez pas d'accord là-dessus. François Chilovitz, c'est intéressant cette tension. Parce que est-ce que vous l'avez au fond ressenti sur le terrain? Vous avez évidemment interrogé des policiers, mais vous avez aussi travaillé au Mirail. Vous m'avez dit ça tout à l'heure en dehors de l'émission, en prison. Bon, voilà. Il y a un face-à-face dans le pays qui se met en œuvre. C'est pour ça que cette discussion n'est pas si anodine, si inintéressante que ça, parce qu'elle raconte aussi, à l'époque du Sarkozy, casse-toi pauvre con, on avait dit qu'est-ce que c'est que cet exemple de président? C'est pas exemplaire. Là, on voit aussi cette affaire, la perquisition. Moi, en plus, je suis pas politique du tout, hein, vraiment, mais effectivement, elle montre, elle illustre une forme de délitement possible qu'il peut y avoir dans les rapports police-population. C'est-à-dire que je considère que ce policier fait abus d'autorité parce que j'aime pas son chef, le président ou le Premier ministre. Donc, je conteste sa loi. Donc, je lui dis, toi, je veux pas t'obéir. C'est très compliqué pour un policier. Là, tout à coup, c'est tu n'es rien. C'est même pas la vexation, c'est vraiment tu n'es rien. Oui, c'est vraiment une négation de sa personne. Une humiliation. Une humiliation. C'est comme Yann Moix. Oui, les policiers ont peur. Oui, ça peut arriver d'avoir peur. Moi, ça m'arrive d'avoir peur. J'ai eu peur avec eux, je les ai vus avoir peur. Et par contre, leur peur, ils leur surmontent. On ne peut pas dire qu'ils chient dans leur froc. Ça veut dire les insulter. Il y avait une volonté directe. Au propos de Yann Moix, on voit bien sur le plateau de Thierry Ardisson. Localement, il y a un délitement total entre le lien police-population. Parce que, alors là, excusez-moi, messieurs, dames, je suis peut-être le seul à pouvoir le dire, parce que je trouve que depuis 10 ans que je travaille dans ce milieu police, justice, prison, et ça tourne en rond, et j'y peux passer des heures et des heures, je trouve à titre personnel que le politique joue beaucoup trop avec les enjeux qui
qui se pose sur ces thèmes de la sécurité, de la justice et de la détention. C'est-à-dire précisément, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a de l'instrumentalisation? Ah oui, je ne vais pas le dire à peu près, je vais le dire pleinement. Les années 115 sont exemplaires pour ça. Vous savez, j'entends madame nous dire que le gouvernement, et qui plus est, Gérard Collomb ou Christophe Castaner ont annoncé la fin de la politique du chiffre. Mais c'est pas tout de rester dans l'incantation, madame. Il faut passer aux actes. Vous savez, avant lui, madame, si vous me permettez, si vous me laissez me permettre de vous le dire. Le premier, attendez, laissez-moi finir, je vous en prie. Le premier à l'avoir dit, c'est Manuel Valls. Manuel Valls a dit, quand il est arrivé en 2012 à Beauvau, on va cesser la politique du chiffre. On n'a rien vu apparaître, madame. Ensuite, Bernard Cazeneuve est arrivé, même suite, même effet. Ensuite, on a eu un intermittent du spectacle, Bruno Leroux. Ensuite, on a eu celui qui a fait la transition, Mathias Fekl. Gérard Collomb a annoncé la même chose, en tête à tête. On était tous les deux dans son bureau. Yves Lefebvre, on arrête la politique du chiffre. Il n'y a jamais eu d'effet sur le terrain aujourd'hui. Vous savez, madame, un policier qui travaille à la brigade du chemin de fer, à la police aux frontières, à la gare du Nord, part le matin avec un nombre quantifié d'objectifs à atteindre pour le soir. Quand notre collègue disait, sur l'excellent documentaire de monsieur, la BAC, aujourd'hui, la BAC n'arrête pas, ne fait pas de crâne dans une nuit. C'est tel est le jargon policier. Il est mis à l'index. On lui dit, ouais, il faut vous reprendre, ou il faut te reprendre, sinon tu ne vas pas rester à la BAC. Aujourd'hui, les brigades des stupéfiants, madame, sont plus enclins à faire ce qu'on appelle régulièrement des petits consommateurs. Du shit. Vous savez, le petit morceau de shit au fond d'une poche. Plutôt de travailler sur les grands trafics, notamment remonter pour les go fast. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quantifiable immédiatement. Alors là, il faut que le politique comprenne une chose, madame. Et là, je pense pouvoir vous faire confiance en la matière. Faites remonter aujourd'hui ce malaise. Ce malaise, parce qu'aujourd'hui, il y a des strates dans le ministère de l'Intérieur. On a le corps de conception et de direction avec un outil managérial qui n'est absolument plus adapté. On n'a rien changé des directives Sarkozy quand il est arrivé à Beauvau en 2012. C'est aussi pour ça qu'il y a de la véhémence sur ce plateau. Alice Thourot, on peut tomber d'accord. Alice Thourot qui représente. Je voudrais pouvoir vous répondre, puisque vous soulevez des questions. Je voudrais pouvoir y répondre. Je ne peux pas vous laisser dire que rien n'est fait. Depuis le mois de mai 2017, énormément de choses ont été faites. Il faut du temps. Il faut du temps. Ces politiques publiques, ce budget qui est alloué pour la sécurité publique, il faut du temps pour le mettre en place. C'est quelque chose d'important. Laissez-moi terminer. Je vous laisse vous exprimer, laissez-moi terminer. Vous me dites que vous êtes déçu du politique. Moi, je vais vous dire, pendant des mois, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain, à la rencontre de policiers, de gendarmes, de policiers municipaux, avec des syndicats aussi, que nous avons tous reçus, avec lesquels nous avons tous échangé. Et je suis déçue aujourd'hui de voir qu'aujourd'hui, vous portez pas du tout la même parole constructive. Et ça, je suis... Ne soyez pas déçus, je fais un constat de la réalité, madame le député. Malheureusement, est invité aussi pour nous parler du diagnostic. On va continuer à en parler. On ne puisse pas discuter. Mais vous discutez, si c'est un petit peu véhément. Comment voulez-vous aujourd'hui, monsieur le faisait remarquer, comment voulez-vous aujourd'hui qu'on ne parle plus de politique du chiffre tant qu'on a encore aujourd'hui une prime au résultat exceptionnel de plus de 20 millions d'euros tous les ans pour tous les corps de la police nationale, quand on sait que les chefs de service sont aujourd'hui assujettis à une indemnité de résultat et de performance. Ça veut tout dire, madame. Indemnité de résultat et de performance au mois de décembre. Votre message sur cette question de la politique inacceptable, madame. Il faut cesser ça. Si vous changez pas, on déshumanise tout dans la police nationale. Si vous changez pas ce système de primes, je vous dirais banco. Vous avez beau annoncer en haut qu'il n'y en a plus et que le ministre ne suit plus l'activité de son ministère par le biais de chiffres, ce qu'il faut par ailleurs, à la fin, ce qui se passe concrètement, c'est que les logiques internes dans les brigades, dans les services, etc., c'est de faire remonter le maximum de chiffres pour avoir cette prime à la fin de l'année, ou pour avoir son avancement, ou pour avoir sa mutation par rapport aux autres collègues. On a entendu d'ailleurs cette problématique du chiffre dans d'autres secteurs, y compris dans l'éducation nationale d'ailleurs, sur le pas de vague. Ça revient, cette gestion managériale. Peut-être pour revenir un tout petit peu sur le diagnostic, et je voudrais qu'on parle de la police de sécurité du quotidien juste après, il n'y a pas que, au fond, ce traumatisme un peu psychologique, cette peur, on a parlé de la politique du chiffre, il y a les moyens matériels. Vous les avez constatés parce que ça aussi c'est édifiant. Oui, le parc automobile qui n'est pas renouvelé, les commissariats qui sont vétustes. Ouais, franchement, les moyens matériels, on les voit, ils les montrent. C'est tellement rien en dessous de tous les autres problèmes qu'ils ont que c'est pas forcément de ça qu'on parle le plus pour du vrai. C'est pas le cœur du sujet. C'est intéressant de vous l'entendre dire. Aux toilettes du café d'à côté, si ceux du commissariat sont pas corrects, tant pis, on fait avec, c'est des policiers, ils ont appris à se débrouiller dans la vie. Donc ça, allez, il n'y a pas de machine
machine à écrire. Ils veulent respecter, être respectés en interne. Ce que je voulais dire sur la modification, c'est qu'il ne s'agit pas de vouloir un peu ou améliorer les choses, il faut changer les choses de fond. Absolument. Pas de politique du chiffre. Effectivement, 3 minutes de suite, on dit qu'il l'abandonnait. Dans les faits, les policiers, moi, ils m'en parlent depuis 15 ans ou 12 ans, enfin depuis Sarkozy surtout. Et à un moment donné, ils me disent, mais alors, et cet après-midi, ils m'ont appelé des amis de Maggie Piskuski pour me parler un peu. Ils me disent, mais les chefs, eux, ils continuent à faire le chiffre, même s'ils ont su la consigne de ne plus le faire, parce que et ça se traduit par plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est comme ça qu'ils s'évaluent entre eux-mêmes. Comment voulez-vous, à titre individuel? C'est l'administration elle-même qui c'est la logique, en fait. Moi, je voudrais vous donner des chiffres, parce que sur le budget, c'est quelque chose d'important. Il y a des services de sécurité publique, pas tous, mais qui ont été laissés à l'abandon depuis des années. Nous héritons d'une situation, il faut aujourd'hui y travailler, ce sont des moyens importants. Je vais vous donner quelques chiffres. 1 milliard d'euros de hausse du budget sur 2 ans, c'est 500 millions par an pour la police nationale et la gendarmerie nationale, avec une trajectoire qui est initiée qui a été mise en place sur 5 ans pour les bâtiments et notamment les voitures. J'espère que vous l'avez voté, ce budget, Monsieur Bernalicis. Non, j'ai voté contre parce que c'est trop peu, c'est ridicule, c'est moins que l'inflation, c'est moins que l'inflation. Mais moi, je pour mettre des vrais moyens. Je suis pas là pour vendre des vessies pour des lanternes. C'est quand même intéressant. Est-ce que c'est pas mieux que rien? C'est la question. Vous mettez 40 milliards sur le crédit impôt compétitivité emploi. Si vous me permettez, j'entends ce projet. Mais on vient de le faire remarquer tous les deux. Aujourd'hui, c'est l'humain qu'il faut traiter. L'humain. Le seul qui a eu le courage de le dire, et Dieu sait si on n'a pas toujours été d'accord. Le 10 novembre 2015, 3 jours avant le Bataclan et le Stade de France, Bernard Cazeneuve annonce un plan de lutte contre les suicides. Il dit clairement, Bernard Cazeneuve, il faut remettre l'humain au cœur de la problématique. Malheureusement, le fléau du terrorisme nous est passé par là, et aujourd'hui, on ne le met pas, cet humain. Repensez simplement à ça, madame. Ce ne sont pas des bâtiments, ce ne sont pas des voitures. Aujourd'hui, c'est annexe tout ça. On a besoin d'humain aujourd'hui. Alors, est-ce que l'humain, ça peut être aussi la proximité, retisser la confiance avec, au fond, la police de sécurité du quotidien, qui n'est autre que celle de la police de proximité qui revient dans les territoires. Ça a été voté. On va regarder ce sujet. Vous allez en débattre dans 2 secondes. D'abord, les éléments de réponse avec Elsa Mondingava. Est-ce que ça renoue la confiance ou pas? PSQ, 3 lettres censées améliorer les relations entre la population et les forces de l'ordre. En février dernier, celui qui est alors ministre de l'Intérieur dévoile les contours de cette police de sécurité du quotidien. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Nous pensons que la sécurité doit être une chaîne continue et qu'elle doit impliquer tous les acteurs de la base au sommet, qu'elle doit impliquer également les élus, les maires, qu'elle doit impliquer la population, et c'est en ce sens que nous voulons effectivement faire une véritable révolution. Des effectifs dédiés, mais surtout un nouvel état d'esprit global avec 2 axes. Premier objectif, faciliter le travail des policiers et des gendarmes, avec la forfaitisation de certains délits, c'est-à-dire des amendes pour l'usage de stupéfiants par exemple, le développement du numérique avec la distribution de 110 000 tablettes, la diminution des tâches administratives comme les procurations de vote et la simplification de la politique pénale. Deuxième objectif, restaurer la confiance des populations avec la création de référents pour rapprocher les forces de l'ordre, les élus et les travailleurs sociaux, et la généralisation des caméras piétons qui se déclenchent lors des interpellations, 10 000 d'ici à 2019. Cette police est expérimentée dans 15 quartiers en zone police, 15 autres en janvier 2019 et 30 encore en 2020. Pas d'effectifs supplémentaires, il faudra piocher dans les 10 000 créations de postes promises sur le quinquennat. Hugo Bernalicis, ça peut être la solution, cette police de sécurité du quotidien expérimentée aujourd'hui ? Écoutez, l'intention était bonne parce que le ministre partait d'une feuille blanche, ce qui pouvait laisser imaginer un champ des possibles extrêmement large dans la concertation avec les services au plus près du terrain. C'était ça un peu l'idée, c'était de laisser faire ce qui marche le mieux sur le terrain. Mais globalement, c'est une philosophie complète qu'il faut revoir. Et moi, je suis partisan de la police de proximité, alors pas celle qu'elle a été mise en place. Mais c'est pas la même philosophie que celle qui est proposée. En tout cas, le gouvernement a cessé de dire que c'était pas la police de proximité. Donc après, ils se débrouilleront. Moi, je trouve que par beaucoup d'aspects, c'est la même idée, en tout cas c'est les mêmes objectifs qui sont poursuivis. Mais quand vous dites que la peur a changé de camp, moi je suis pas pour que la peur rechange de camp. Je suis pour que la police ait confiance à la population et que la population ait confiance à la police. Mais c'est l'idée avec cette police de sécurité du quotidien. Retisser la confiance. Le meilleur moyen
d'avoir de la reconnaissance pour le policier, c'est celui de la population quand il est en intervention, quand il rend service, quand il fait sa mission d'intérêt général. Et c'est ça qu'il faut renouer et retravailler. On parlait des référents là dans le reportage. Ils sont moins de 300 dans le pays. Moins de 300 référents. C'est tous les policiers qui doivent être des référents police-population, en réalité. En tout cas, la plupart de ceux de sécurité publique. Et si vous revalorisez pas les policiers qui sont dans ces quartiers, que vous les fidélisez pas sur le territoire, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, si vous restez dans le système de projection où c'est l'hôtel de police, appelle 17 et j'interviens, vous renouerez jamais le contact avec la population. Cette police de sécurité du quotidien, alors on entend le discours, ça n'est pas suffisant. Vous la défendez, Alice Toureau ? Absolument, je la défends et je voudrais le redire une fois encore. Évidemment, il faut remettre l'humain au cœur de tout ça. Évidemment, il n'y a pas que le budget, mais c'est important aussi d'avoir un budget pour l'immobilier notamment, et je pense que vous n'irez pas dire le contraire. L'objectif de cette police de sécurité du quotidien, c'est de redonner du sens. Redonner du sens, c'est sur ces mots que nous avons commencé l'émission, et je crois que ça c'est fondamental. Le sens et la confiance, avec notamment un travail sur les tâches indues qui est très important, et puis la procédure pénale, une réforme de la procédure pénale qui est en cours. J'espère aussi que là, Monsieur Bernalicis, on pourra compter sur votre vote pour simplifier la Absolument pas, parce que c'est pas une simplification. Yves Lefebvre, votre regard. Si c'était vrai, votre regard, FGP Police FO. Mon regard sur la PSQ, moi j'avais dit oui à Gérard Collomb, parce que je retiens à travers la. Ne confondons pas, ne mélangeons pas tout. Il y a la police de sécurité du quotidien et il y a les quartiers de reconquête républicaine. Et aujourd'hui, effectivement, la police de proximité, je l'ai connue. J'étais un flic de proximité, mais on n'avait pas la même délinquance, on n'avait pas la même violence en face de nous à l'époque. Aujourd'hui, dans les quartiers de reconquête républicaine, il faut que nous repartions de l'avant, qu'il faut que nous reprenions pied. Parce qu'il n'est pas question que la peur change. Quand la peur a changé, quand la peur ne doit pas exister aujourd'hui. La peur ne doit pas exister, ni dans nos rangs, ni dans les rangs de nos concitoyens. Par contre, les voyous, les criminels, les délinquants de droit commun, eux, doivent craindre cette police. Ils doivent savoir craindre la police, ils doivent savoir craindre la justice. Vous voyez, c'est une chaîne. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas. Il va falloir. Moi, je l'avais dit à l'époque à Gérard Collomb, et qui plus est, à son directeur de cabinet adjoint à l'époque, Nicolas Lerner, j'avais dit attention, si c'est pour repartir dans une Paul Prox à l'achevènement, j'avais fait quelques métaphores. Si c'est pour repartir dans les quartiers en tutu, c'est pas la peine de nous y envoyer. Il va falloir qu'on reprenne pied dans ces quartiers. Alors expliquez-nous pourquoi. Voilà. Parce qu'à l'époque, la police quel est de proximité. Quel est le tri à faire entre bonne police de proximité aujourd'hui, il faut qu'on reprenne pied. Il faut qu'on reprenne pied aujourd'hui. Il faut qu'on reprenne pied dans les quartiers aujourd'hui. On a des quartiers où on ne rentre plus aujourd'hui. Les Mirailles, monsieur, vous y avez travaillé. Les Mirailles, c'est un quartier où on a toutes les peines du monde à rentrer. Les Tartois, on n'y rentre plus. Aulnay-en-Bois, on ne rentre plus. La Courneuve, on n'entre plus. J'étais à Saint-Ouen à midi avec de jeunes policiers. On cherche aussi le moyen de les fidéliser. Vous savez, quand on leur donne, madame, en question de budget, aujourd'hui, mais ça ne relève pas de cet actuel gouvernement, ça relève de votre gouvernement, je crois, sous Sarkozy. On leur donne 1 800 € à l'année, 150 € par mois, et ce, à terme échu, quasiment à terme échu de 10 ans de présence sur Paris. Comment voulez-vous qu'avec 150 € par mois, on incite un jeune flic à faire sa carrière sur Paris? C'est complètement en inadéquation avec la réalité. Voilà. Il faut tout revoir. Vous parlez du recrutement, alors il faut revoir le recrutement. Nous, on a une piste pour le recrutement, madame. On laisse tous les ans des centaines, sinon des milliers d'adjoints de sécurité qui ont démontré pendant 6 ans qu'ils faisaient parfaitement leur travail. Ce sont les apprentis de la police nationale. J'ai dit à Christophe Castaner lors du dernier échange que j'ai eu avec lui, servez-vous-en de ces gamins qui, au bout de 4 ans, on les fait intégrer à travers une validation des acquis d'expérience. Nous, ce qu'on appelle la 3e voie d'accès. Cazeneuve nous l'avait validé. Derrière, ça n'a pas suivi au niveau de la fonction publique. Et vous savez, aujourd'hui, mon principal adversaire en tant que syndicaliste policier, c'est pas Christophe Castaner, c'est pas Laurent Nunez, c'est Bercy. Bercy qui a refusé d'apporter une rallonge budgétaire pour commencer à entamer le paiement du stock, non pas des 23 millions d'heures supplémentaires, des 47 millions d'heures supplémentaires. C'est là, madame, qu'il faut que vous compreniez notre message. Moi, je ne suis absolument pas en guerre contre Christophe Castaner, très loin s'en faut, mais maintenant, j'attends des gestes forts de Bercy et de Matignon, et qui plus est, le président de la République. Le président de la République me dit, je comprends au mois de janvier dernier, je comprends votre désarroi, monsieur Lefebvre, il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'un flic, un gardien de la paix, n'ait que 9 week-ends par an de repos. 9 week-ends par an pour se resociabiliser, pour pouvoir voir ses gosses, voir son épouse ou son époux. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte aujourd'hui? Alors j'attends des mesures fortes. Le travail, l'épuisement psychologique. Vous avez fait passer énormément de messages ce soir, Yves Lefebvre. On aurait pu rajouter à cette longue liste de fond de détresse. On en a beaucoup parlé. C'est la fin de ce débat. François Chilovitz, je vais vous donner la parole au fond pour conclure cet échange. Quel message vous avez envie de faire passer au vu de tous ces témoignages
témoignages que vous avez récoltés, et puis cette police de sécurité du quotidien, vous en parlez dans votre documentaire. Est-ce qu'il y a une demande du terrain pour, au fond, recréer, au fond, entre le policier et les citoyens, un vrai dialogue de terrain? Si c'était simple, on l'aurait déjà fait sans doute, enfin j'espère pour le moins. Si vous voulez, en plus Toulouse est la ville exemplaire, puisque c'est là que la police de proximité a été instaurée, et c'est là qu'elle a été destituée en 2003. Vous n'avez pas joué au foot, voilà. Allez, rapidement pour terminer. Je vous écoute, rapidement, c'est la fin. Les policiers, il y en a des policiers qui sont des hommes hyperactifs, et il faut les mettre à la BAC. Il y en a qui sont plus dans les liens sociaux. La police, c'est plein de métiers, c'est pas le flic, il y a plein de métiers. D'ailleurs, ce que j'ai découvert, c'est que c'est assez passionnant, parce qu'il y a plein de métiers possibles. Il y a des policiers qui sont là pour faire du lien, et ils sont très utiles. Et non seulement ils aident la police dans son travail, mais ils rassurent la population dans son rapport à la police. Donc mieux gérer les ressources humaines et être attentif à l'humain. La fracture était telle au Mirail que quand moi je suis arrivé en 2008-2009, on me parlait encore dans les commissariats et dans les jeunes de quartier, parce que je travaillais sur les deux milieux, plus la prison, de la police de proximité avec une certaine nostalgie. Certains étaient pour, d'autres étaient contre, mais il y avait débat. Quand, vers 2012-2013, tout le monde me dit « mais c'est plus possible, arrêtez de rêver, ce n'est plus possible du tout ». Alors, je vais quand même vous rassurer, vous rentrez quand même au Mirail et au Tarteret. Je suis rentré au Mirail avec les policiers et j'en suis sorti avec des délinquants. On va s'arrêter. C'est que la rupture sociale est beaucoup plus forte, c'est pas un peu plus, il faut vraiment tout changer profondément. Bon. Allez, ça a été dit, il y a beaucoup à faire. Vous allez sûrement continuer ce débat en dehors de ce plateau. Merci en tous les cas, tous les quatre, d'être venus au fond nous décrire ce malaise des policiers. Dans un instant, Sébastien Chenu va nous rejoindre. Avec lui, on va revenir sur le mouvement des Gilets jaunes, que le Rassemblement national soutient, mais sans que cet ténor ne soit physiquement aux côtés des manifestants sur les routes. Mais d'abord, l'amitié franco-allemande à l'honneur cet après-midi à l'Assemblée. Le président du Bundestag, Wolfgang Schäuble, main dans la main avec son homologue Richard Ferrand pour célébrer la paix. 100 ans après l'armistice de 1918, le son du clairon de la victoire a même retenti. Regardez et écoutez, c'est signé Elsa Mondingava avec Maïté Frémont. Krieg fertig, s'exclamaient avec joie les soldats allemands qui l'entendirent. La guerre est finie, se réjouissaient les Français. Ce n'est pas n'importe quel clairon, puisqu'il est connu sous le nom de clairon Labroche, du nom du chasseur qui a soufflé dedans, et surtout clairon de la victoire. Il a fallu donc qu'une délégation franchisse la zone des combats pour aller négocier l'armistice en fait. Le clairon Georges Labroche, qui était un chasseur à pied, il va sonner pendant très très longtemps. Il fallait avoir du coffre parce que la zone à traverser était très vaste. Ce clairon a sonné la victoire en 1918. Il sonne également le 14 novembre au Palais Bourbon, devant le monument aux morts dédié aux députés qui ont été tués pendant la Grande Guerre, aux fonctionnaires qui ont été tués pendant la Grande Guerre. C'est aussi une façon, bien sûr, de célébrer le retour à la paix. Voilà pour le clairon de la victoire, sujet signé Maïté Frémont avec Elsa Mondingava. Bienvenue sur ce plateau, Sébastien Chenu. Merci d'avoir accepté notre invitation, député Rassemblement national du Nord et porte-parole du parti de Marine Le Pen. Franchement, j'ai envie de vous dire, pour commencer, mais quelle aubaine ce mouvement des Gilets jaunes pour le Rassemblement national. Non, moi je ne me réjouis jamais quand mon pays va mal. Je considère que lorsque les Français ne vont pas bien, lorsqu'ils vivent moins bien, et ils vivent moins bien, ils le disent depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, lorsque le pouvoir d'achat régresse, lorsque les Français veulent faire entendre un mécontentement, je ne peux pas m'en réjouir, mais ce n'est pas le fait du hasard. Mais c'est un mouvement spontané, citoyen, issu de la société civile, qui au fond vous redonne un petit peu de souffle. Le parti était en difficulté financière, il y a des affaires, il y a aussi ce débat raté de l'entre-deux tours, il y a eu une crise au FN, et là on sent que, comme le dit Marine Le Pen, eh bien, vos électeurs sont en résonance avec ce mouvement aujourd'hui. Mais parce que non seulement nous sommes raccord avec la population française, nous le sommes sur le pouvoir d'achat, nous le sommes sur l'immigration, nous le sommes depuis longtemps, et que nos idées imprègnent la société française. Vous savez, nous, ça fait longtemps qu'on a mené le combat sur le pouvoir d'achat, sur les 80 km/h. On était les premiers, on a lancé une pétition, je me souviens, on a été moqués d'ailleurs. On s'est moqué de nous. On s'est moqué des Français qui disaient les 80
80 km/h vont nous coûter cher et ce n'est pas la réponse à la mortalité sur les routes. Eh bien, preuve en est que nous étions déjà raccord avec les attentes des Français. Le gouvernement qui vous accuse de récupération, qu'est-ce que vous lui répondez? Le Parisien qui titre ce matin, et pendant ce temps-là, Marine Le Pen se frotte les mains. Mais vous savez, ça c'est l'argument de ceux qui n'en ont pas. La récupération. La récupération, c'est pas le type de salarié d'En Marche qui a lancé sous couvert d'anonymat stop sans moi le 17 alors qu'il est salarié de En Marche. C'est pas de la récupération, ça. Donc la récupération, c'est pas le sujet. C'est un mouvement, vous l'avez dit, sans leader, sans organisation politique, spontané. Et nous le soutenons parce que c'est notre boulot d'élus, de mouvements politiques, ici à l'Assemblée nationale, de faire des propositions. Nous les avons faites avant et nous voyons que les Français nous rejoignent sur un certain nombre de nos idées. Vous soutenez, mais pour autant, vous appelez à la discretion des élus. Vous n'y serez pas, vous, personnellement. J'y serai à titre mais vous y serez comment? Personnel, sans mon écharpe. Je suis un citoyen et je n'y serai pas en tant que député, j'y serai en tant que citoyen au milieu de mes compatriotes. Mais on ne comprend pas bien. Laurent Wauquiez, lui, il va y aller. Il n'a pas cette pudeur. Sincèrement, on ferait ça, vous seriez les premiers à nous dire quelle récupération vous essayez. On laisse les Français s'organiser et on leur fait confiance. Et parce que nous sommes aussi des citoyens, eh bien, nous serons présents pour celles et ceux qui le souhaitent pour soutenir nos compatriotes. Pour bien comprendre, vous y allez sans votre écharpe, vous allez où? Vous allez aller dans une mobilisation de récupération. Pourquoi bloquer la route? C'est ça? Parce qu'il y a des opérations, et on les voit d'ailleurs sur la carte interactive qui est mise en ligne sur le site Facebook, qui vont consister à bloquer au fond nous, on fait confiance passage à nos compatriotes. On y va sans nos écharpes, sinon on nous dirait vous faites de la récupération. Donc on y va et c'est notre rôle d'y être. Et puis, les Français sont pleins de bon sens. Certains vont peut-être bloquer des ronds-points, d'autres vont klaxonner. Mais vous condamnerez les blocages? Faire des réunions. Non, mais je n'ai pas à condamner d'ailleurs avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. Je ne condamne pas les actions des Français parce que j'ai confiance. Mais est-ce que vous mettez en garde au fond contre certains blocages qui pourraient prendre en otage d'autres automobilistes? Ce que je souhaite, c'est que tout se passe bien dans un climat de sérénité. Mais ça sert à rien d'essayer de faire peur aux Français. Je veux dire, le gouvernement n'a pas été capable de virer 200 zadistes crado de Notre-Dame-des-Landes et vient nous dire que la République est en danger parce que des Français mettraient des gilets jaunes sur leur pare-brise. Donc on va juste revenir sur terre. Donc en fait, le gouvernement qui met en garde et qui explique... il essaye de faire peur. Il essaye de faire peur. Il joue sur les peurs. Il y a la loi aussi, l'entrave à la circulation, c'est un délit. Non mais ce gouvernement joue sur les peurs. Il joue sur les peurs en ce qui concerne les élections européennes, les méchants nationalistes qui vont arriver. Il joue sur les peurs, les méchants gilets jaunes qui vont bloquer la France. Non, ce gouvernement devrait simplement se poser et se dire que la politique qu'il mène, elle est hypocrite et elle est injuste. Elle est hypocrite parce que les gens ont compris que ce qui est ponctionné sur la hausse des carburants, ça ne va pas à la transition écologique. Et elle est injuste parce que les gens n'ont pas le choix. Quand vous avez besoin de votre voiture, vous êtes devant la pompe à essence, vous devez prendre de l'essence. Et que vous soyez au SMIC, que vous soyez un peu plus riche, le coût il est le même. Ça, c'est pour le diagnostic, on vous a entendu. On va parler du fond maintenant parce que le Premier ministre a fait des annonces ce matin pour atténuer la hausse des prix de l'énergie pour les budgets des ménages les plus modestes. On va regarder les différentes annonces, mais en gros, super prime à la conversion de 4 000 € pour les ménages les plus modestes qui se débarrasseraient de leur diesel. Ça n'est pas rien tout de même, 4 000 €. Non mais deux choses. Et si vous choisissez l'électrique, c'est 1 000 € de plus, ça fait 5 000 €. Ça commence à devenir intéressant. Si vous achetez un autre véhicule d'occasion, une C8, tiens, Citroën, c'est ce que disait le Premier ministre, eh bien, vous pouvez en trouver à ces prix-là. La voiture électrique la moins chère, elle coûte 20 000 € sur le marché. La Toyota Yaris, elle coûte 23 000 €. Sur le marché. Pardonnez-moi, c'était une C3, pardon. Ouais, C3, d'accord. pour être précis. Vous voyez bien le delta qui reste pour les ménages les plus modestes à pouvoir compenser. Et c'est pas cette prime à la conversion. Puis il y a eu un autre problème. Vous savez que l'agence des primes à la conversion, depuis le mois de mai, c'est une information du journal Le Parisien, ne verse plus ces primes à la conversion. C'est-à-dire qu'on a des Françaises et des Français qui se sont endettés en achetant des voitures hybrides ou des voitures électriques, qui ont fait confiance au gouvernement et aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité de pouvoir toucher la prime à la conversion. Bon, donc on est dans une usine à gaz, si le terme peut être celui-ci, un bricolage généralisé. Pourquoi? Parce que ce gouvernement, non seulement n'a pas anticipé le mécontentement des Français, pour vous dire qu'il est loin des réalités, mais surtout il n'a aucune vision de la transition écologique. Il n'a pas réfléchi à ces sujets-là. Moi, je me souviens toujours d'Emmanuel Macron nous disant « je ne vais pas réfléchir en une nuit à un dispositif contre les attentats ». Eh bien, Édouard Philippe n'a pas réfléchi, effectivement, il n'a pas réussi à nous sortir en une nuit un dispositif contre le mécontentement des Français parce qu'ils ne l'ont pas anticipé, c'est du bricolage. Alors ce soir, Emmanuel Macron est à la télévision, invité du journal de TF1, et il appelle les Français à sortir du poujadisme. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Quel mépris, toujours. Est-ce qu'Emmanuel Macron saura
faire autre chose un jour que insulter ses compatriotes, que leur dire que ce sont des poujadistes, des feignants, des égoïstes, des réfractaires. Est-ce qu'Emmanuel Macron va un jour respecter les Français? Oh, vous me direz, pour respecter les Français, faudrait-il que lui-même soit assez respectable dans son comportement? Moi, je crois que ce président de la République qui fait culpabiliser les Français, qui leur dit du soir au matin que ce sont des feignants, qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver un boulot, qui n'ont qu'à se serrer la ceinture pour faire de la place à d'autres qui arrivent, ce discours n'est plus entendable. Et vous savez ce qui va monter comme discours au fur et à mesure? Un jour, les Français vont lui dire Macron, démission. Parce que les efforts qu'il demande aux Français, les Français n'en voient pas les résultats dans leur vie quotidienne. Ils vivent moins bien 1 an et demi après l'arrivée d'Emmanuel Macron. Dernière question, il nous reste une poignée de secondes avant d'accueillir Gaël Brustier pour sa chronique. Dupont-Aignan, Nicolas Dupont-Aignan, mais quelle violence! Marine Le Pen lui a mis un coup de griffe ce matin dans son interview aux Parisiens en disant Monsieur Plus, c'est fini, c'est la rupture avec Nicolas Dupont-Aignan qui lui sera physiquement aux côtés des Gilets jaunes. Chacun vit sa vie. Nicolas Dupont-Aignan dit qu'il faut klaxonner samedi. Eh bien, il y aura des gens qui klaxonneront et c'est très bien ainsi. Vous restez avec nous, Sébastien Chenu. C'est l'heure donc d'accueillir Gaël Brustier pour sa chronique aujourd'hui, les paradoxes du macronisme. Installez-vous, Gaël, vous passez par ici. Voilà. Installez-vous. On est ravis de vous accueillir, Gaël Brustier, politologue. Et si le macronisme n'était qu'une illusion? C'est la question que vous posez ce soir. Livre à l'appui. Voilà, alors c'est une question un peu provocatrice, mais est-ce que le macronisme ne serait pas une illusion, au fond, une espèce d'invité surprise de l'histoire de la Ve République, mais qui n'aurait pas de pérennité et qui serait extrêmement fragile? Il ne survivrait pas Emmanuel Macron, c'est ça? Probablement. Alors ça, c'est la thèse qu'on peut avancer en lisant le livre de Luc Rouban qui s'appelle Le paradoxe du macronisme et qui est un livre extrêmement intéressant parce qu'il montre toutes les fragilités en fait du parti au pouvoir. Premier paradoxe en fait du macronisme, c'est quand même que nous avons un président qui est libéral dans un pays qui n'est pas libéral. Deuxième paradoxe, c'est l'extraordinaire faiblesse en fait du noyau électoral d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire les sociaux-libéraux, ceux qui ont porté les premiers Emmanuel Macron, ne sont que 6% dans le pays. Pire, en fait, ils ne s'identifient en rien au MoDem ou à la droite libérale qui a rejoint Emmanuel Macron. Ils sont foncièrement de gauche, tandis qu'Emmanuel Macron fait mouvement vers la droite. Ensuite, Emmanuel Macron tire parti en fait de la montée en puissance de deux populismes, le national-populisme à droite et le populisme de gauche à gauche, et il leur a été, on va dire, une espèce d'antidote, mais il en a tiré aussi tout le carburant. Il est devenu une espèce de populiste anti-populiste. Bref, il y a un certain nombre comme ça de critères, de caractéristiques du macronisme. Qu'est-ce que dit ce livre? En gros, si Emmanuel Macron n'est pas réélu, le dépassement du clivage gauche-droite, c'est terminé, et la droite et la gauche reviendront. Voilà, effectivement, il y a un certain nombre de clivages qui n'ont pas disparu, et on n'a pas l'avènement d'un grand parti centriste et d'une espèce de mouvement centriste unifié, et ça c'est le récit macronien, mais ça ne correspond absolument pas en fait aux analyses qu'on peut faire et des données électorales, et du discours, et des comportements culturels. Et la leçon pour l'avenir alors? La leçon pour l'avenir, c'est qu'il faut toujours préparer la suite. Merci Gaël Brustier. Ce livre peut vous intéresser, Sébastien Chenu, j'imagine? Oui, je peux faire les mêmes constats, mais pas les mêmes conclusions. Moi, je pense que le problème d'Emmanuel Macron et de la République En Marche, c'est que ces gens-là ne défendent pas des idées, mais ils défendent des intérêts. Et par conséquent, Emmanuel Macron, c'est pas le début d'une nouvelle histoire, c'est la fin du vieux monde qu'il a lui-même décrit. Il est l'enfant de ce vieux monde, et il est l'enfant d'un monde sans résultats politiques, sans résultats économiques, sans résultats sociaux. Ce vieux monde qui est en train de s'écrouler, il sera celui qui fermera la porte. Bon, on va s'arrêter là. Peut-être rappeler le titre de cet ouvrage coup de cœur de votre chronique. Et je vous dis à mercredi prochain. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, votre soirée documentaire.